À 3 mois des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo, l'heure du bilan a sonné pour les uns et c'est ce que nous essayerons de parler dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité et aujourd'hui, zoom sur un secteur primordial, un secteur qui a fait parler de lui, c'est le secteur de l'éducation. On parlera de la gratuité, on parlera de l'enseignement, de l'enseignant congolais. Qu'est-ce qui a été fait pendant 4 ans depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pouvoir, mais on essaiera également de parler un tout petit peu, c'est pas la pré-campagne, un tout petit peu de cette campagne qui est prévue dans plus ou moins 2 mois. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Dites-nous la vérité, qui reçoit pour vous Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, que je vous prie de recevoir tout à l'heure. Monsieur le ministre, je suis dans vos murs. Ici, vous ne recevez pas les ministres, non. Non, on reçoit le 2. C'est ça, Bon, c'est ça ce qui est bien pour vous et mal pour les autres, parce que là, vous avez double casquette. Oui. Ministre, certains diront triple, ministre, député, bon, vous ne siégez plus, mais également candidat. D'accord. On parle du ministre de l'EPST. Où est-ce qu'on en est avec la gratuité aujourd'hui? La gratuité avait déjà été rendue effective par la décision et la volonté du chef de l'État depuis 2019, parce qu'il faut le rappeler, c'est une réforme constitutionnelle qui était prescrite dans la Constitution depuis 2006. Beaucoup ont vu cette disposition dans la loi, y passer à d'autres articles sur d'autres pages. Mais lorsque le président est arrivé, je cite le président Félix Tshisekedi, il a lu la Constitution et il s'est arrêté à l'article 49, il a décidé de l'activer. Plus de 13 ans après, il a activé la gratuité et aujourd'hui, elle est effective dans tous les établissements scolaires publics. Tous les établissements, il y en a combien? Je précise, on va y arriver, tous les établissements scolaires publics. Quand je dis public, c'est les conventionnés et les non conventionnés, pas les établissements privés. Et puis cette gratuité, c'est au niveau primaire, pas au niveau maternel et secondaire. Et depuis le début de cette année scolaire, nous avons étendu la gratuité même dans nos écoles hors frontières. C'est-à-dire, partout où nos frères congolais vivent en dehors du pays, là où il y a les écoles qui obéissent à notre programme à nous, nous avons étendu la gratuité au niveau primaire et c'est applicable. C'est vrai que c'est vous qui me recevez, mais je vais vous demander de vous asseoir, comme ça on va continuer la discussion. Merci. Dans le cadre. Alors, la dernière fois que j'étais ici, j'aurais suivi, en tout cas j'ai réécouté la dernière émission qu'on a réalisée ensemble, c'était ici. C'était en 2020. Dans le même cadre ici, dans ma parcelle, ma résidence principale ici, et c'est toujours le même manguier. Oui, le même manguier, même décor. Ben, c'est vrai, de l'autre côté, il y a beaucoup plus de véhicules. Il n'y en avait pas autant que la dernière fois que je suis venue. Mais la dernière fois, en revisionnant les images, je suis tombée sur une banderole où il est écrit « Gardien de la gratuité ». Déjà en 2020, vous parliez de la gratuité. En effet, j'étais encore à l'Assemblée nationale, comme député national, et dans le cadre du contrôle parlementaire. Vous savez, et on le rappelle, bientôt la campagne va démarrer. L'article 100 définit la mission d'un député national. C'est voter les lois, donc la production législative, les contrôles parlementaires du gouvernement, des entreprises publiques, établissements publics et services publics. Et donc, déjà à l'époque, disons qu'avant même de quitter l'Assemblée nationale pour le gouvernement, jusqu'au même au jour où j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'ai laissé 5 propositions de loi. Donc, la première mission des députés, c'est ça, proposer des lois. J'en ai laissé au moins 5. Là, il faut dire que vous étiez le seul député UDPS qui était quand même actif. Peut-être hein. même au-delà de l'UDPS. Je crois que je dois être peut-être le seul qui doit avoir laissé 5 propositions avant de quitter l'Assemblée pour aller au gouvernement. Et la deuxième mission, c'est le contrôle parlementaire. Et c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que j'étais tombé sur un certain nombre d'informations de certaines officines politiques qui avaient décidé d'étouffer la mise en œuvre de la gratuité. Alors, je n'ai pas voulu me plaindre, j'ai fait le travail pour lequel le peuple m'avait élu, accompagner les chefs de l'État, bien qu'en étant à l'Assemblée nationale,
pour l'accompagner à réussir la réforme de la gratuité. Vous lorgniez déjà sur le ministère de l'EPST à l'époque. Il faut dire que vous n'étiez pas tendre avec le ministre de l'époque quand même. Il faut dire que gardien de la gratuité, c'est venu de la base à la suite des actions que leurs élus posaient déjà sur terrain pour que la réforme de la gratuité réussisse. Et l'ironie du sort, je me suis retrouvé à la tête de ces ministères. Il faut dire que c'est le destin. Les étoiles se sont alignées dans ce sens-là. Mais sinon, vous pouvez aujourd'hui, si en tant que journaliste, vous ne pouvez pas répondre à la question, mais la base et même l'opinion peut aujourd'hui témoigner que tout ce que nous dénoncions était fondé et qu'une fois que les chefs de l'État nous avaient confiance, nous a placés à la tête du ministère et on a vu que nous avons piloté les choses dans le sens de redresser notre sous-secteur de l'EPST avec beaucoup de réformes. Si vous voulez, on en parlera. Donc c'est avec raison qu'on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le défi de la gratuité a été relevé par Tony Mwaba? Moi, je crois que d'ailleurs, l'actualité aujourd'hui, ce n'est plus la gratuité. La gratuité a déjà été rendue effective. Il y a quelqu'un, dans son programme de campagne, il a promis que si jamais il était élu, il activerait l'article 43 de la Constitution pour mettre en œuvre la gratuité. Et quand il est passé comme président, dans son programme d'investiture, il a promis qu'il va activer l'article 43 de la Constitution. Et effectivement, il l'a fait depuis 2019. Donc, il a promis, il a réalisé. Et la gratuité est effective. Et ma mission en tant que ministre de l'EPST pour piloter au quotidien cette réforme, ce n'est pas de rendre effective la gratuité, parce qu'elle a déjà été rendue effective par les chefs de l'État, les pères de la gratuité. Et moi, je suis venu avec la mission de consolider et pérenniser la gratuité, pour que la gratuité soit applicable sur toute l'étendue du territoire, dans tous les établissements primaires publics, et que cette gratuité va au-delà de tous les mandats du chef de l'État, même après lui, que les générations futures puissent continuer à bénéficier de la gratuité. Mais c'est ce que je voulais dire quand vous parlez de pérenniser. Est-ce qu'il y a une crainte qu'on puisse faire une sorte de marche arrière par rapport à la gratuité? Oui, dans la mentalité de nous, politiques congolais, on estime que les réformes sont liées à la personne. Et pourtant, on dit toujours que la personne, les hommes passent, les institutions restent. La réforme de la gratuité est institutionnelle aujourd'hui. Elle devrait survivre au-delà de tous les mandats du président Tshisekedi. Donc, même après le président Tshisekedi, que quelqu'un ne vienne pas dire non, c'était une affaire de Tshisekedi. C'est d'abord l'unique réforme qui est dans la Constitution. De toutes les réformes que nous avons, la seule qui est dans la Constitution. La Constitution, c'est un contrat social. La Constitution lie tous les peuples, parce que ça a été voté au référendum. Donc la question de la gratuité, c'est la question de tout le monde ici. Et donc, même après le président Tshisekedi, tout celui qui viendra devra continuer avec la gratuité, parce que c'est la volonté du peuple. Celui qui va arrêter la gratuité va affronter le peuple et il aura défié le peuple, il en aura pour son compte. On ne le dira jamais assez, la gratuité, au nom de la gratuité, on a sacrifié la qualité de l'enseignement. Voilà. Parce qu'il faut avoir tout le monde dans les salles de classe. On se retrouve avec une classe avec 65 élèves, un seul professeur, la qualité n'y est plus. Ça, c'est l'argument des anti-gratuités. Ce qui est fondé. Ils peuvent être anti, mais les faits sont là. Des salles bondées d'élèves, un seul enseignant, vous vous convenez avec moi que la qualité ne va pas suivre. S'ils ont raison, nous, on n'a pas tort. Pourquoi? Avant même la gratuité, avant la mise en œuvre de la gratuité, la qualité de l'enseignement était déjà affectée. Nous avions des écoles, une maison comme ça, on transforme 2 chambres et salon. Et puis, j'en ai fermé une autre le mercredi passé au plateau. Un site ici, c'est Baoba. Une école qui fonctionne dans une habitation. J'ai ordonné la fermeture parce qu'elle est non viable. La qualité de l'enseignement était déjà affectée bien avant. Parce qu'avec... Vous êtes venu l'achever, quoi. Bon, est-ce que je peux terminer? Bon, nous sommes venus redresser, pas achever. Donc, la gratuité de l'enseignement mise en œuvre au moment où les problèmes de la qualité s'est posé déjà. Donc c'était une décision populiste quand même.
Ce n'est pas populiste. Vous avez plus mis l'accent sur la forme que sur le fond, alors qu'on sait que c'est le fond qui peut permettre à ce que nous ayons... Je sens que vous n'avez pas la volonté que je puisse prie. éclairer l'opinion sur ces questions. Vous voulez que ça demeure flou. Donc, donnez-moi le temps que l'on nous comprenne. En fait, la qualité qui était déjà affectée bien avant, on est d'accord qu'il se pose un problème de qualité bien avant, et même au moment de la mise en œuvre de la gratuité, le problème de la qualité se pose. Et si on n'y prend pas garde, elle va s'aggraver. Je suis d'accord. Alors, la gratuité de l'enseignement décrétée pour soulager beaucoup de ménages, parce que d'abord la Constitution l'a obligée ainsi, elle a été rendue effective, nous nous battons pour pérenniser et consolider. Pour nous, le débat sur la gratuité est dépassé. Nous devons maintenant travailler sur la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement implique aussi les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. Vous avez dit, aujourd'hui, les salles de classe qui accueillaient 25 élèves, le minimum c'est 50 qui est autorisé, mais aujourd'hui il y a des écoles, des salles qui accueillent plus de 50, 70, et j'ai vu même, et je dois l'avouer, des classes qui ont accueilli 120 élèves au primaire. Et c'est ça d'abord le premier indice de la réussite de la gratuité. Parce qu'il ne faut pas condamner d'abord. Alors, la gratuité implique le surpeuplement des enfants dans les salles de classe. Pour jauger la réussite de la gratuité, il faut regarder le surpeuplement des salles de classe. Donc, la réussite de cette réforme. Maintenant, nous, en tant que gouvernants, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette gratuité ne puisse pas achever la qualité qui était déjà affectée? En quoi faisant? Il y a les mesures d'accompagnement, la construction de nouvelles écoles. Ça fait 32 ans, plus de 18 ans, on ne construisait pas les écoles. On a annoncé même 1000 écoles par je ne sais pas moi, province, on n'a jamais vu ces écoles-là. C'est maintenant que les écoles sont en train d'être construites dans le cadre des mesures d'accompagnement de la gratuité pour réguler les nombres dans les salles de classe que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Mais un autre aspect aussi, c'est l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. L'enseignant, depuis la mise en œuvre de la gratuité, a vu sa situation salariale s'améliorer. On n'a pas atteint l'idéal, je le précise toujours, mais la situation s'est améliorée. Et même la situation actuelle de l'enseignant congolais. Je vous mets à défi, vous êtes journaliste, professionnel, vérifiez la situation dans d'autres pays africains environnement. Dans l'Afrique centrale, quelle est la rémunération d'un enseignant? Comparez cette rémunération actuelle à la rémunération actuelle de l'enseignant congolais. Dites-moi s'il y a des écarts. On va vous prendre au mot. Hein, non, je vous laisse aller vérifier. On va vous prendre au mot. Vérifiez dans tous les États africains, vérifiez la situation de l'enseignant congolais et l'enseignant dans les autres pays africains, dans l'Afrique centrale. On parlera de cette condition de l'enseignant dans un pays où le taux d'inflation est à plus... Vous ne devrez pas dire ça en principe. Avec le taux d'inflation actuel, vous ne devrez pas dire ça. L'inflation sévit en Afrique du Sud, c'est grave. En Angola, l'inflation même au Rwanda, l'inflation même au Burundi, l'inflation, vous pouvez suivre même à Istanbul. La question inflationniste et cette question économique touche toutes les économies du monde. N'aggravez pas la situation. On n'aggrave pas, mais au regard, quand vous dites un enseignant est payé, ok, on y va avec 250 $, mais sous quel taux? Donc du coup, quand vous parlez de meilleures conditions des enseignants, excusez-moi de remettre cela en question. Meilleures conditions, il y a eu amélioration, je l'ai affirmé, je le confirme, par rapport au passé. Quand vous regardez, à partir de la mise en œuvre de la gratuité jusqu'à aujourd'hui, vous allez réaliser que nous avons beaucoup évolué. La situation de l'enseignant est restée stationnaire. 135 000 francs, un enseignant, 135 000 francs. Et le dollar à l'époque, il était à combien? J'arrive. Au moment où, oui, vous me donnez finalement raison, 135 000 francs, malgré l'inflation, malgré la variation des taux d'échange, mais 135 000 francs. Mais aujourd'hui, on a quitté les 135 000 francs. Avec tout ce que vous pouvez évoquer comme variation, la situation salariale a évolué. Et puis les salaires de base dans tous les pays, vous allez savoir, les primes sont toujours, les sommes qui représentent les primes sont toujours supérieures au salaire de base. Ne confondez pas ça. Et puis de deux, l'avantage avec nous, nous sommes conscients
qu'on a fait évoluer la situation. Aujourd'hui, de 135 000 francs, aujourd'hui, le salaire moyen de l'enseignant est autour de 400 000 francs. Oui. Les salaires moyens. Alors, lorsque nous prenons juste une observation arithmétique, je peux même dire mathématique, vous prenez 135 à 400, il y a une évolution en termes déjà des chiffres. La question de l'inflation, oui, je suis d'accord, c'est une question économique qui frappe tous les pays et c'est vrai. C'est une question qui est prise en charge. Chaque jour, il y a au niveau du gouvernement, l'équipe qui s'occupe de la conjoncture économique travaille par des mécanismes pour stabiliser les taux d'échange. Mais aussi au niveau de l'EPST, nous avons un rendez-vous chaque année avec les corps enseignants pour essayer d'adapter toujours ces salaires-là, considérant que le taux d'échange est fluctuant, pour continuer à améliorer la situation de l'enseignant. Et les débats ou les dialogues restent ouverts et ça se fait chaque année. Et nous sommes conscients, c'est ça l'avantage avec nous autres. On parle de la retraite, elle est modique, elle est inhumaine, elle est humiliante. C'est ce que disent les personnes que vous avez envoyées à la retraite. Oui. Comment vous expliquez cela? Pour quelqu'un qui aime les gens, vous vous en foutez quand même de nos retraités. Vous parlez de la qualité de l'enseignement, mais vous êtes contre la retraite. Donc, une chose et son contraire. Parce que quand vous êtes dans une salle de classe, vous trouvez des enseignants dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. Vous envoyez votre fils de 4 ans, 5 ans, il rentre dans un auditoire, il trouve un vieux papa avec une barbe broussailleuse blanche. Bon, est-ce que ce monsieur-là, il peut attirer l'attention de l'enfant pour un bon apprentissage? Lui-même est déjà dépassé, il ne peut pas faire la mise à jour. Vous pouvez faire la mise à jour des manuels scolaires, il ne peut pas s'imprégner. Il a un problème de vue, il a un problème de santé, le problème est grave. Donc la qualité de l'enseignement est aussi affectée par le vieillissement du personnel enseignant, qu'il faut rajeunir. Retraiter tous ces vieux qui ont rendu de beaux et loyaux services, parce que la retraite n'est pas une sanction. Et puis recruter des jeunes qualifiés qui sont encore forts, pour assurer un bon enseignement ou un bon apprentissage aux enfants. La qualité de l'enseignement passe également par le renouvellement du personnel enseignant et la mise à la retraite. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième, nous constatons 65 et 5, 87 000 enseignants dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. Ça faisait plus de 35 ans dans notre pays, on n'avait jamais parlé de la retraite d'un enseignant. Plus de 35 ans. C'est la mise à mort. S'il vous plaît. Maintenant, vous avez un gouvernement responsable qui arrive, qui se préoccupe de la qualité de l'enseignement et qui met sur la place publique les débats sur la retraite. Et puis n'aggravez pas, hein, les débats sur la retraite, c'est dans tous les pays. Même en France, vous avez vu, on brûlait, tout ça. La question de la retraite pose toujours problème. Ici, chez nous, nous avons abordé avec courage. Et puis, c'est le ministère de l'EPST qui a été le premier à engager les débats sur la retraite. 87 000 personnels. Et nous avons commencé la mise à la retraite à l'EPST. En payant la prime de fin de carrière, les salaires de l'enseignant multipliés par 13. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît, c'est la tendance que vous avez. Et puis, oui, parce que je cours derrière le temps une aussi. Fois, l'enseignant, vous le mettez à la disposition de la direction rente et pension et survie qui va payer la pension de retraite. Ce que nous payons, c'est la prime de fin de carrière. Ce n'est pas la pension de retraite. Les gens ne veulent pas s'informer. Et même s'ils s'informent, vous expliquez, ils vont continuer. Alors, nous avons à peu près 2000 envoyés comme ça. On a payé la prime et la SENSAP a été mise en place. Et tous sont allés à la SENSAP. Aujourd'hui, l'EPST donne la liste des retraitables à la SENSAP. Une fois que la SENSAP paye, nous les désactivons sur la fiche paye et c'est la SENSAP qui assure la retraite honorable. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que ça d'honorable, cette retraite? Nous avons un problème chez nous. On n'a pas la culture de la retraite aussi. On n'a pas la culture de la retraite. Tout le monde veut mourir sur son poste. Bah ouais, c'est mieux que de mourir avec... Non, je connais dans une clinique de la place un papa qui manipulait un engin jusqu'à ce qu'il est décédé. Les mécanismes de fonctionnement de cet engin, il les a légués à son fils.
mais pas l'administration. Il est mort content de mourir dans ces conditions-là et léguer les secrets à son fils. Il était devenu incontournable. La clinique était obligée d'embaucher son fils parce que c'est lui qui avait les secrets. On n'a pas la culture de la retraite. Quand je vois les vidéos, non, tel papa, je vois les gens qui le font et surtout pendant cette période électorale. Ceux qui attaquent les ministères savent que c'est les ministères qui portent les œufs du président de la République. Il faut l'attaquer parce qu'il porte le bilan. Au niveau politique, on attaque, on sait pourquoi on les fait et c'est avec la mauvaise foi salir juste l'image du ministère et du régime. Ça, on le sait. Quand vous voyez toutes ces vidéos de vieux papas qui sont dans les écoles, tout un documentaire, ça veut dire que c'est financé quelque part. Parce que ces papas la voient déjà avec la caméra, ils les filment, on filme chez lui, on filme comment. Peut-être que le journaliste c'est tout un montage. Non, je sais comment les journalistes fonctionnent. Non, parce que quand c'est des fake news, ils publient. Je vois quelqu'un qui publie les fake news, mais quand vous lui reprochez, il dit, mais il faut pas ça biso ya solo, mais quand vous publiez fake news, il n'y a pas ça qui il y a bien, il faut pas ça yo. Mais il faut milouker là, n'a pas fake news, il y a bien, il y a encore ça l'investigation. Ça se passe comme ça. Alors ceux qui font les vidéos là, ce n'est pas dans le but d'aider les gens ou d'accompagner, ils ne viennent pas avec les propositions, c'est juste dans le but de salir. J'ai vu un papa, j'ai fait l'itinérance au plateau, province du plateau. 75 ans, chef d'établissement. Je lui dis, je te donne la retraite. Il m'a dit, non. Mais c'est réellement ça. Quand vous parlez, est-ce que vous avez posé la question aux intéressés? Vous n'avez pas posé la question. La retraite, on veut bien, mais à quel prix? C'est une retraite honorable. Et je peux même vous livrer... Vous, Tony Mwaba, vous pouvez vivre de cet argent retraité que vous payez à ces enseignants? Tony vous Mwaba, êtes sûr de vivre avec? Fils d'une enseignante, d'abord, vous devez le savoir. Moi, j'ai l'enseignement dans le sang. Vous devez le savoir. De plus. Non. Attendez. D'ailleurs, la véritable retraite doit être organisée par la personne elle-même. Je suis enseignant moi-même à l'université. C'est en étant à l'université avec l'épée qu'on me donne, je peux déjà, à mon niveau, m'organiser pour éviter que demain, quand on va me donner ce qui sera prévu par les textes, qu'on ne vienne pas appeler les journalistes pour chercher à dramatiser la situation. Donc là, ce que vous êtes en train de dire à certains retraités, il n'y aura pas une sorte d'amélioration de leur rente? Avec la SINSAP, allez poser la question à ceux qui sont déjà retraités et payés par la SINSAP. Vous vous rendrez compte que c'est une retraite honorable. Ceux qui vont dans les cours des tribunaux, ce n'est pas les juges qui donnent la retraite à l'enseignant, c'est la SINSAP. La SINSAP attend les enseignants retraitables avec leurs dossiers, qu'ils les introduisent, qu'ils soient identifiés pour être payés. Mais quand au lieu d'aller à la SINSAP, vous allez devant les juges, non, retraite honorable. Qui vous dit que la décision de mettre un enseignant à la retraite, c'est une décision administrative et une prérogative du ministre du secteur. En tout cas, pour l'EPST, c'est moi. Aussi peut, quand c'est une décision administrative, il y a le Conseil d'État. Est-ce que le Conseil d'État peut annuler une décision de retraite? Et après l'annulation, c'est le Conseil d'État qui va retraiter l'enseignant? Du moment où c'est une décision administrative, donc ça cadre avec les prérogatives de non, mais une fois que le Conseil d'État dit, bon, on annule l'arrêté, et après, il va retraiter, il va payer. On continue parce qu'on va très bientôt terminer. On va aborder rapidement la problématique de Tony Mwaba, peut-être député, candidat. Mais on dit la MESP, rapidement, qu'est-ce qu'elle est devenue? Quoi ça? La MESP, la mutuelle. MESP? Oui. C'est une institution qui a fait plus de 10 ans. Avec vous. Qui a fait plus de 10 ans. Non, nous sommes en train de préparer un atelier. Vous allez suivre qu'il y a beaucoup d'actualités sur la MESP. Avec d'ailleurs la couverture santé universelle, on va basculer. On est en train d'évoluer pour la prise en charge des enseignants. Nous allons tenir un atelier sur les 10 ans de la MESP et voir comment nous allons entrer dans l'arrimage avec la politique de la couverture santé universelle avec mon collègue de la santé. Mais vous savez que c'est préjudiciable pour les enseignants. C'était un outil quand même assez important dans la prise en charge des enseignants qui étaient malades et de leurs dépendants. Ce que le gouvernement fait, on en parle peu. Mais c'est les fake news. Dans ces pays, je me suis réveillé un matin, on a dit Tony Mwaba a détourné 16 millions. Les journalistes ont organisé des émissions pendant un mois. Mais quand l'inspection générale des finances est passée pour dire n'a jamais détourné, c'était l'incompréhension. Tony a demandé qu'on paye à la main, nous avons demandé qu'on paye par la banque. Je n'ai pas vu les journalistes réorganiser les émissions mais présenter des excuses. Ils ne l'ont pas fait. Alors quand j'ai rencontré un d'entre eux, mais
pourquoi vous avez fait ça? Non, mais il peut falloir appeler ça bon autour de Belayo. C'est ça un journaliste. Vous faites des accusations gratuites quand même. Hein? Non, c'est pas gratuit. On vous demandera des preuves, vous ne saurez pas le brandir. Attendez, j'ai des preuves accablantes de ce que j'affirme. Vous avez affaire à non seulement un praticien du droit, mais un enseignant du droit. Je sais ce que j'affirme et je peux le démontrer en tout temps, en toutes circonstances. C'est une parenthèse. Mais la question de la MESP aujourd'hui, ne vous en faites pas. Je tiens même à souligner, quand on parle d'une mutuelle, la mutuelle suppose que les enseignants se cotisent. Mais contrairement à cette mutuelle, elle ne vit que sur la subvention du gouvernement de plus d'1,5 milliard francs congolais. C'est la subvention de l'État. Donc aujourd'hui, quand vous dites prise en charge, c'est le gouvernement qui assure la prise en charge des enseignants sur le plan de la santé avec leurs dépendants. Aucun enseignant ne cotise. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Je tiens à remercier le ministre Tony Mwaba de nous avoir accordé un peu de son temps pour qu'on puisse parler de ce secteur vital qui est l'éducation ici en République démocratique du Congo. On parle de PDLT, 145 territoires. Combien d'écoles construites depuis? 145 territoires, c'est 8 écoles par territoire. Déjà construites. Quand vous prenez 145 fois 8, on est dans les 800 écoles. Aujourd'hui, avec les données que j'ai, au-delà de la moitié des écoles sont déjà prêtes. Nous allons organiser la réception. Il y a certaines agences qui sont un peu en retard, mais beaucoup ont déjà fait les 3/4 du travail. C'est au-delà de la moitié de ce qui est attendu qui est déjà prêt. Clé à main, vous avez combien d'écoles, vos ministres sectoriels? Je ne vais pas avancer les chiffres pour que demain ou dans les réseaux sociaux immédiatement, on commence à alimenter les débats ici. Je donne une réponse des principes et j'assume. Mais tout celui, journaliste qui veut avoir les précisions sur les chiffres, il doit arrêter de maculer. Il n'a qu'à descendre, aller vérifier dans chaque territoire. Quand on se retrouve en face de vous, vous pouvez aussi nous aider. Vous êtes une source d'information. Alors, si vous voulez les chiffres réels, j'attends que les agences qui s'occupent de la construction des écoles m'envoient les listes définitives des écoles qui sont prêtes pour la réception. Je rendrai ça public. Bien avant le 145 territoires, il y a eu d'autres écoles qui ont été construites par le ministère. Combien au total? Avant, nous sommes au moins dans les 700, plus de 700 écoles construites avant les 145 territoires. On est dans beaucoup de projets là. Vous allez, il y a des projets, nous avons été en Bandaka, mais pour la première fois, les peuples autochtones, les pygmées, ont une école moderne. Évidemment, on n'en parle pas. Sur les réseaux sociaux, vous n'entendrez pas parler. Sur les réseaux sociaux, quand on va vous dire qu'il y a un problème de communication, vous allez dire que c'est la mauvaise foi. On n'a pas l'information, on communique que c'est qu'on connaît. Mais tous les fake news là qui sont sur les réseaux sociaux, là les problèmes de communication les bonnes informations et on en parlera. Et les gens vont emprunter même les mégas. Ils cherchent le Wi-Fi là où il est, ils vont se connecter, ils font des distances pour chercher le Wi-Fi, diffuser les fausses nouvelles. Là, mais pour les bonnes nouvelles, non, il faut les mégas. Donnez-nous les bonnes nouvelles et on en fera large écho. Il faut chercher les bonnes nouvelles. On cherche, mais vous êtes mieux placé, c'est pas évident. Donc, plus de 700 écoles construites en 2 ans, où vous êtes, en l'espace de 2 ans, vous êtes à la tête. Effectivement, plus de 700 écoles construites. Nous pouvons vous donner la liste. Si je savais que vous alliez poser, j'allais vous remettre la liste. Nous avons la direction des infrastructures scolaires. Quand vous allez au camp de Fungula, une école qui est restée là plus de 30 ans et 18 ans, en état de délabrement total, nous l'avons réhabilitée, elle est pimpante neuve, vous pouvez voir. Au camp Force Navale, pour la première fois, au camp Force Navale, une école moderne pour les enfants des militaires. J'ai parlé de l'Institut Motei, je prends ce qui est vraiment bling-bling. En Bandaka, nous avons un programme de construction des écoles indépendamment des 145 territoires et ça marche. Projet de 350 écoles, 300 écoles avec les ITPR. Vous avez les projets de 150 écoles également. Il y a des projets des écoles en cours et nous sommes en train de suivre effectivement la construction. Alors j'espère qu'on a passé en revue toutes vos réalisations à la tête. Cette émission n'a même pas abordé les 1/4 de nos réalisations. On n'a pas parlé de notre tableau. Le nombre d'écoles prises en charge, le nombre d'enseignants aujourd'hui prises en charge, la gratuité dans les écoles consulaires. Le nombre d'enseignants pris en charge. Ça vous prendra du temps. On a parlé de 87 000 retraités. Je vous donne les tableaux, vous allez afficher pour qu'on voie. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes passés
de 400 000 enseignants. Aujourd'hui, on est à plus de 700 000 enseignants qui sont pris en charge. Les écoles, vous partez au niveau rien que primaire, de 37 000 écoles, on est à plus de 65 000 écoles prises en charge aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des frais de fonctionnement. Il y a des écoles qui touchaient pendant 32 ans et 18 ans. C'était 25 000 donc, pendant francs. 50 ans, en fait. Oui, qui n'avaient que 45 000 francs comme forfait de frais de fonctionnement, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, la moyenne, c'est de 400 000 à 2 450 000. Les écoles officielles aujourd'hui, d'abord les écoles consulaires qui n'avaient pas les frais de fonctionnement, je viens d'accorder, je crois, 7 millions par école. Les écoles officielles que nous sommes en train de réhabiliter, 7 millions de francs. Les écoles officielles que nous sommes en train de réhabiliter, je donne 10 millions de francs comme frais de fonctionnement, après les réhabilitations. Alors, est-ce que ça se calmait avec l'Église catholique? Qu'est-ce qu'il y avait avec l'Église catholique? Il y avait des tensions au début de la gratuité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique reste quand même un partenaire non négligeable? Vous êtes accordé, ça se passe plutôt bien ou il y a encore des points de friction? Non. Les ministères n'ont rien à voir avec l'Église catholique. En fait, les écoles conventionnées. Mais seulement dans les écoles publiques conventionnées, il y a des écoles conventionnées catholiques, comme il y a d'autres confessions. C'est vrai qu'au début, il y a quelques écoles seulement qui posaient les problèmes, comme d'autres d'ailleurs dans d'autres confessions, effectivement, qui bafouaient la gratuité. Et la question a été réglée d'autorité et la gratuité est respectée dans toutes les écoles publiques conventionnées et non conventionnées. Parce qu'une école publique conventionnée qui ne veut pas respecter la gratuité, je vais la décréter privée, elle doit fonctionner comme privée, organiser les frais scolaires, les minervales, percevoir, mais moi j'arrête de payer les enseignants, j'arrête de leur donner les frais de fonctionnement. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire, Oui. On va très bientôt terminer, on parle de rapidement Tony Mwaba. Candidat député, ce n'est pas encore la campagne, je le rappelle. Il faut attendre dans un mois, on commence la campagne et peut-être qu'on reviendra ici. Député national, vous êtes satisfait de votre mandat? Bon, question difficile pour moi-même, mais vous voyez, vous êtes arrivé, vous avez trouvé, chaque samedi, je suis toujours en contact de la base. Depuis que j'ai été envoyé à l'Assemblée nationale pour mon premier mandat, et je crois que pendant la campagne, nous avons tenu une première émission avec vous sous ces manguiers. C'est les manguiers où nous avons notre lieu de rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. C'est ici, sous les manguiers. C'est sous ces manguiers que le peuple me donne les mandats et sous ces mêmes manguiers que je donne aussi au peuple ce qu'il attend de moi. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Chaque samedi, nous avons un rendez-vous ici avec la base. Depuis que j'étais à l'Assemblée nationale, et même quand je suis passé ministre, je suis toujours là. Sauf si je suis en déplacement pour des raisons de travail. Mais sinon, on est toujours là en contact. Ce n'est pas facile d'être là et de rester toujours avec la base. Il y a ici... ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester avec la base comme on le fait là. Il y a des problèmes entre nous réglons, il y a des problèmes de famille, il y a des tiraillements, tout ça. Donc, on est déjà une famille ici. C'est comme ça que moi, je ne voulais pas revenir à l'Assemblée pour un deuxième mandat. Ils m'ont dit, le bilan est positif. Du côté production législative et du côté contrôle parlementaire, ils m'ont dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et ils vont me retourner à l'Assemblée. Je suis là, j'attends pour qu'on me proclame que je retourne par la volonté de la base. Je répète et je le dis, ce n'est pas encore la campagne. On reviendra par exemple pour parler de la campagne et ça sera ma toute dernière question. Le bilan de Tshisekedi est positif? Le bilan du président de la République, je vous l'ai dit, sans complaisance. En une et phrase. comparativement à tous ses prédécesseurs, bon, je ne vais pas la polémique, comparativement au passé et aux objectifs qui s'étaient fixés,
il mérite un deuxième mandat parce que le bilan est positif. Le président, peut-être que il y a un problème de communication, mais on a réalisé beaucoup de choses. D'abord, dans le secteur de l'enseignement, il n'y a pas de débat. Vous allez regarder dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, la maternité au Félé, c'est quelque chose. Oui, on va regarder. Vous avez les hôpitaux, les 145 territoires. On construit les centres de santé dans tous les territoires, les écoles dans tous les territoires. Quand même, on se pose la question, comme j'ai entendu ça quelque part, bon, Nigna Salité. Ce qui fait que donnons-lui encore l'occasion de continuer et d'achever tout ce qu'il a comme idée, comme programme, qu'il achève. Parce qu'on est sur la bonne voie. Vous allez me mettre en difficulté avec le CESAC en avançant de tels arguments, parce que je le rappelle et je le dis, nous ne sommes pas encore. Mais là, oui, vous avez raison, la CESAC ne va pas vous sanctionner pour les propos tenus par l'invité. Ça sera l'injustice. C'était le bilan. On aura le temps de faire cela. Le bilan de Tshisekedi est positif, selon vous, malgré qu'il n'y a pas la paix dans la partie est du pays, parce que là on est en train de terminer, il n'y a toujours pas la paix dans la partie est du pays, on n'a toujours pas d'avion. Voilà, le bilan il reste positif. La question de la paix, malheureusement, il y a aussi nos compatriotes complices. Ils pensent que s'il y a la paix à l'Est, Tshisekedi aura un deuxième mandat, il faut faire en sorte que l'insécurité demeure, ça on le sait. Mais vous savez tous qui est l'ennemi de la RDC aujourd'hui qui nous agresse, c'est les Rwandais. Avec ces SIPO, ils le font. Ce n'est pas Tshisekedi qui a demandé au Rwanda de venir nous agresser. En tout cas, il nous avait promis la paix dans l'Est. Oui, la paix, il l'a promis, mais il a engagé tous les mécanismes nécessaires pour retrouver la paix. S'il ne faisait rien, on peut lui reprocher. Mais comme les mécanismes sont mis en place, militaires, politiques, diplomatiques, alors il est sur la bonne voie. On voit la volonté qu'il veut nous ramener la paix. Et c'est ce qui est important pour nous. La méthode Tshisekedi ne marche pas. On attend. En tout cas, on regarde le résultat. Peut-être que ça ne marche pas encore, mais on en saura un peu plus. Il nous reste 3 mois. Qui sait, un miracle peut se produire. On n'est pas à l'abri. Qui sait. En tout cas, Tony Mwaba, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci. On remercie les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. J'espère que Tony Mwaba nous a dit toute la vérité. On n'a pas tout dit ici, parce que ce qui a été fait à l'EPST... On ne saura pas tout dire aussi en une émission. Donnons-nous 48 heures d'une émission et puis on peut tout terminer. Non, on ne saura pas. On se dit au revoir, à très très bientôt avec un autre invité pour aborder d'autres questions. On a parlé du bilan et certainement avec le prochain invité, on parlera des projets de société, programmes par rapport aux élections qui se peaufinent à l'horizon. On se dit au revoir et à très très bientôt. Merci. Maintenant on parle un peu. Roger.